Donc maintenant, nous allons passer à la table ronde et je vais demander à Christophe Bourroux, journaliste automobile, de nous rejoindre avec ses invités et merci de l'applaudir. Merci à toi, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce soir, bienvenue. D'autant qu'il fait super beau, donc je pensais que beaucoup allaient être en terrasse, mais visiblement la soirée fait le plein, donc c'est top. Et alors voilà, nos invités arrivent, je devais les appeler, mais ils sont déjà là. Forcément, Olivier Panis est pressé puisque on ne le présente plus. Grand champion, on peut l'applaudir parce que grand champion de Formule 1. Français qui a gagné quand même le Grand Prix de Monaco, c'était c'était il y a quelques années, il y a longtemps, donc alors 96. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors prenez un micro parce que une actualité chargée, vous le savez certainement, on célèbre les 100 ans du Mans. Vous avez une équipe, vous avez une écurie. Aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté. Merci donc d'être là ce soir parce que j'imagine que vous êtes en pleine préparation en ce moment. Bonsoir à tous. Oui, on est en pleine préparation. Je préférais être pilote que de l'autre côté de la barrière, d'être patron d'équipe. Asseyez-vous, on va s'asseoir. C'est vrai que ça change beaucoup de choses, mais c'est super intéressant, super motivant. Et puis d'essayer de transmettre à nos jeunes pilotes, c'est toujours des moments sympathiques. Alors, à ma gauche, si je puis dire, parce que c'est un élu de droite, Stéphane Baudet, il est vice-président de la région Île-de-France, chargé des transports. Vous êtes maire d'Évry-Courcouronnes et aussi président de l'association des maires d'Île-de-France. Merci d'être présent ce soir. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez un peu la position, entre guillemets, de ceux qui sont dans la salle. C'est-à-dire qu'il y a une volonté écologique qui est très forte, ultra forte, de la part du gouvernement, de la part de beaucoup de personnes. Et puis, il y a la réalité du terrain. C'est vrai qu'on vit aujourd'hui une révolution, et notamment dans les villes. Donc, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. La première question que j'ai envie de vous poser, qu'on se pose tous, pardonnez-moi pour cette question, mais où en sont les ZFE aujourd'hui? Parce que c'est un peu le bazar. Je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose, mais on n'y comprend plus rien. Alors, est-ce que vous, en tant qu'élu, vous êtes comme nous, ou vous avez plus d'infos sur ce qui va nous arriver dans les prochaines années? Alors moi, je suis élu à la région, et ce n'est pas la région qui porte la ZFE. J'oserais dire, peut-être qu'on en reparlera, mais malheureusement, puisqu'on a ici le 3e plus gros réseau de transport du monde, que j'ai en gestion, ne m'engueulez pas pour les RER en retard, s'il vous plaît. Mais en même temps, on est une des seules grandes métropoles mondiales à ne pas gérer en même temps que les transports en commun la route. Ce qui est une anomalie tout à fait particulière dans les évolutions technologiques d'aujourd'hui qui font qu'il n'y a plus de parois étanches entre le transport public et l'utilisation de la route. C'est la métropole du Grand Paris qui porte la politique de la ZFE, avec déjà quasiment 9% des véhicules qui ont été sortis de la petite couronne, puisque c'est Paris et petite couronne, les critères 5, les critères 4 et les hors critères, les voitures de collection notamment. Et on a demandé, nous, avec Valérie Pécresse, un report de l'entrée en vigueur du critère 3. Parce que le critère 3, c'est en Ile-de-France 1 400 000 véhicules. Un C'est quand million même pas 1 400 000 véhicules qui seraient interdits de rentrer jour au lendemain dans, grosso modo, passer la 86. Ce qui, évidemment, dans une région comme la nôtre, qui est une région de disparité très forte, c'est à la fois la région la plus riche de France et c'est en même temps, pour ces populations parfois la plus pauvre, et notamment nos populations les plus pauvres sont les plus loin de Paris, c'est-à-dire celles qui sont obligées, par manque d'efficience de transport public, de prendre une voiture et d'aller travailler en voiture. Et encore une fois de plus, c'est eux qu'on stigmatise ou qu'on sanctionne. Donc nous, on a demandé le report, au moins post-JO 2024, de cette critérisation 3, puisque l'objectif porté par la ZFE de la métropole du Grand Paris, c'est des voitures propres. On pourrait en redébattre d'ailleurs. Est-ce que la voiture électrique est une voiture propre? C'est quand même un vrai débat de société. Enfin, aujourd'hui, on veut tous faire de la voiture électrique, et puis dans 40 ans, on nous expliquera qu'on a pollué la planète à les fabriquer et à les démanteler, mais on y viendra plus tard. Mais en tout cas, l'objectif de la ZFE, c'est qu'en 2030, il n'y ait plus de véhicules non propres qui circulent en petite couronne C'est-à-dire et critère à 1 Paris. C'est-à-dire critère 1. Critère 1, ok. Donc,
visiblement, on est sur 2025 plutôt sur critère Alors nous, 3. en tout cas, on se bat et a priori, on obtient gain de cause sur le décalage du critère 3 qui devait rentrer là, en vigueur. On parle d'un truc, c'est 1 400 000 foyers à qui on dit vous rentrez plus, vous n'allez plus voir un concert, vous n'allez plus travailler, enfin bref, tout ce qui fait quand même capital et centralité. Et donc normalement, on a obtenu, tant que c'est pas signé ces choses-là, moi je me méfie toujours un petit peu, mais que ce soit reporté au moins post-JO. Vu le débat actuel et d'une certaine manière la gifle monumentale que vient de prendre la ville de Paris sur la question de la fermeture d'une voie sur le périphérique dans sa consultation, je ne suis pas certain qu'il cumule les deux sujets tout de suite et je pense qu'on aura gain de cause. Alors Olivier Panis, vous habitez près de Grenoble, je crois, donc une ville où là pas forcément, il y a une politique qui est très forte sur les automobiles qui sont de plus en plus interdites dans le centre-ville. Comment ça se passe alors vous utilisateur de voiture, évidemment. Moi, oui, déjà, quand j'entends monsieur avec qui on a discuté un peu déjà, qui est très ouvert d'esprit sur plein de choses, moi je pourrais plus venir à Paris déjà, parce que Critère 1, à part une trottinette électrique, je vois pas comment je pourrais venir, et Grenoble devient un peu pareil, mais je veux dire, ça c'est pas le problème. En fait, moi j'habite dans l'agglomération de Grenoble. Aujourd'hui, que les villes soient de plus en plus vertes, que chacun essaye des efforts pour l'écologie, évidemment que ça fait partie de notre quotidien. Après, quand on raconte un peu des bêtises sur l'énergie qu'on doit utiliser au quotidien ou telle et telle chose, maintenant une voiture diesel, oh là là, ça pollue, ça pue, tout ce qu'on peut entendre, ce qui est faux, parce que la voiture diesel aujourd'hui, c'est celle qui pollue le moins. Elle n'a jamais été aussi vertueuse, mais c'est impossible de communiquer. Mais je pense que dans l'état des choses où on est actuellement, c'est de cohabiter ensemble. Je comprends vos questions. Même moi, aujourd'hui, je ne saurais pas quoi faire entre l'électrique, la voiture essence, le diesel. Comment faire? Mais l'énergie de demain, aujourd'hui, elle n'existe pas. Les voitures électriques, c'est très bien quand tu fais 100 km par jour. Oui, on parle d'écologie. Ok, tant mieux, il faut le faire. Mais ça ne peut pas aller à tout le monde. Donc cohabiter, c'est quand même la chose qui serait la plus... pour moi, la plus cohérente en ce moment. Après, on parle des voitures hydrogènes, oui, mais dans combien de temps? Dans 10 ans Ça, on va en parler, parce que les voitures hydrogènes, notamment dans le sport automobile, notamment au Mans, il y a des voitures hydrogènes. Est-ce que ça veut dire... Il y en a une. C'est comme la Formule I, je crois que... Il y en a une, et tant mieux de le faire. Il faut que le sport auto est un peu un laboratoire pour tout ça. Vraiment, je suis ravi qu'elle y soit au Mans. Mais elle ne fait pas la course avec nous. Avant que ça soit performant comme une voiture, ou que ça soit électrique, ou hybride, ou à essence, eh ben, il va y en falloir des années, du développement, des investissements. Alors c'est vrai, on parle d'hydrogène comme on parle de l'électrique il y a peut-être 10 ans en arrière. Mais il faut du temps, tout ça, pour que ça se mette en place. Et on te dit, en 2030, il ne faut plus qu'il y ait de voitures diesel, essence, et on va faire quoi? On va marcher? Non, mais à un moment donné, il faut être cohérent. Et l'Allemagne dit, non, nous, on ne signera pas ça. Et l'Italie vient de le dire aussi. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire comme ça. Si on ne cohabite pas entre différentes énergies, ça n'est pas possible. C'est que des mensonges. En tant que maire, d'ailleurs, vous avez voulu... vous m'avez raconté que vous avez une flotte également de voitures, que vous avez... entre guillemets verdi, ça se passe comment? Acceptabilité, alors je ne sais pas comment ça se passe dans vos flottes professionnelles, mais j'ai eu une acceptabilité assez timorée de la part de mes cadres quand on les a mis à des voitures toutes électriques qui avaient une autonomie de 250, de 300 bornes, parce qu'évidemment, nous on est une collectivité, donc un directeur des affaires scolaires, je ne lui paye pas une bagnole à 100 000 euros qui a 500 km d'autonomie. On va pas se mentir, c'est une 208, c'est un truc qui a 200, 250 bornes d'autonomie. Et donc ça a un petit peu grincé des dents, mais on l'a fait quand même parce que, alors pour le coup, on considère nous à l'échelle d'une commune qu'il n'a pas forcément 500 bornes à faire dans la journée. Donc là-dessus, mais c'est exactement ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne mesure. Je sors de Grenoble, je reviens en Île-de-France. On a tous la capacité à faire des efforts. Je parle évidemment tout autant à titre privé qu'à titre professionnel. En Île-de-France, tous les jours, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 40 millions de déplacements. 40 millions de déplacements. Donc tout détour. Quand je dis 40 millions de déplacements, ça veut dire que chacun ici peut en faire 4. Hein. Il va travailler, il va à l'école chercher ses enfants, il va à la boulangerie. Sur ces 40 millions de déplacements, il y en a 16 millions qui sont en voiture, 9 millions en transport en commun. Et il y en a, et c'est ce chiffre qu'il faut retenir, ici en Ile-de-France, il y en a 70% qui ne font pas 5 km.
Donc la question, j'entendais sur les startups tout à l'heure des propositions alternatives, notamment sur les vélos électriques, etc. On est sur des régions urbaines comme ça où ce peut être une solution. Sauf que cette solution, elle marche dans la zone dense et elle marche pour celles et ceux qui ont des trajets courts à faire. Là où on a une difficulté, c'est l'opposition de style que l'on a vécue pendant 30 ans, entre d'un côté le développement des transports publics limités aux zones denses, l'abandon des transports publics en mode ferré lourd, notamment dans les zones moins denses. Et en Ile-de-France, je pense que vous êtes une majorité de franciliens, mais on a une focale sur l'Île-de-France, on a toujours le sentiment qu'on est dans un paysage urbain et ultra dense. Non, l'Île-de-France est à l'image de la France. 60% de l'Île-de-France, ce sont des terres agricoles. Donc on est loin d'une île urbaine, d'une ville urbaine et urbanisée partout. Et donc celles et ceux qui sont aux franges de la région sont obligés de prendre la bagnole et ne font pas partie de celles et ceux qui font moins de 5 km dans la journée. Voilà. Et donc il faut trouver, il faut temporiser, il faut être capable d'aller vers le mix énergétique, il faut être capable d'accompagner les nouvelles technologies, mais il faut le faire sans brimer, sans mettre des interdictions qui, encore une fois, on est quand même là carrément sur de la ségrégation territoriale à la fin. C'est-à-dire qu'on comprend la mécanique de métropolisation et donc de gentrification d'une région comme l'Île-de-France, plus le cœur de la région s'enrichit, plus les foyers qui ont du mal à suivre s'éloignent pour aller chercher un foncier ou un mètre carré moins cher. Donc forcément, par nature, c'est la famille qui a le moins de moyens qui s'éloigne de Paris. C'est donc celle qui se retrouve à être obligée de prendre la bagnole, qui reste quand même dans le prix du foyer un coût beaucoup plus puissant que celui ici qui prend un pass Navigo et qui prend le métro à 200 mètres de chez lui tous les jours. Donc encore une fois, c'est finalement toujours les mêmes qui payent. Donc il faut trouver la bonne articulation entre l'accompagnement, le défi climatique. Si je peux me permettre, je vais dire un truc qui est politiquement incorrect. Alors, m'enregistrez pas, le mettez pas sur les réseaux sociaux, tout ça. Je vais avoir des. Attendez, je vous filme. Je vais avoir des pétitions demain, mais on doit évidemment, d'un point de vue écologique, tous faire des efforts, tous. Et sur plein de sujets, autant sur le dosage de lessive qu'on met dans la machine, que sur la consommation de l'eau chaude, que sur la façon dont on consomme en circulant. Très bien. Mais enfin, je vais dire un truc qui, encore une fois, qui fait frémir, mais on est un des pays du monde qui pollue le moins. Je pense qu'il faut être capable de se le rappeler. Et donc cette pression qu'on se met systématiquement, pour celles et ceux qui se sont amusés à lire le rapport du GIEC, celui qui évidemment nous évoque la question du défi climatique et du réchauffement de la planète. Qui sert souvent de référence dans les médias, etc. Qui est une des agences de l'ONU très intéressante, parce qu'on parle toujours du GIEC, parce que ça fait bien, mais l'ONU a d'autres agences, dont une notamment sur le nucléaire. J'aimerais bien qu'on se penche aussi dessus, parce qu'on verrait que cette agence nous explique qu'on a tous intérêt à se mettre très vite tous au nucléaire, donc comme quoi la France sur certains sujets est quand même exemplaire et plutôt en avance. Voilà, déjà un truc qu'il ne faut pas dire en public, mais que je dis ici. J'étais en voyage au titre des transports à Hanoï, au Vietnam, il y a 3 semaines. On a demandé de venir intervenir sur les transports et l'organisation des transports publics. Je me dis, je vais dans un pays qui se modernise, qui évolue, qui est en pleine croissance et qui va avoir envie de faire des métros, etc. Et là-bas, je me retrouve, c'est pas péjoratif, parce qu'ils le revendiquent ainsi, je me retrouve en 1950 avec des gens, des professionnels de la circulation, qui sont fiers d'acquérir leur liberté par le véhicule automobile. C'est-à-dire ce que nous avons vécu dans les années 50. C'est juste un exemple, et je parle d'un pays de 90 millions d'habitants, donc une fois et demie la France. C'est pour dire le décalage qu'il y a entre le développement qui est le nôtre et finalement la baisse de pollution qui est la nôtre, y compris parce qu'on consomme moins de matières fossiles que par exemple l'Allemagne pour son chauffage, et tous ces pays du monde qui sont en pleine croissance et en plein développement, qui eux sont dans des phases de développement, d'acquisition de la liberté par le véhicule unique, et croyez-moi là-bas, ils ne se posent pas la question de savoir si c'est hybride ou électrique, c'est du tout gasoil ou tout essence, partout. Donc on se pose des problèmes de riches. C'est exactement ça. En tout cas, ce n'est pas uniquement à nous de faire ces efforts et donc de faire peser la contrainte sur les franciliens ou sur qui vous voulez. Olivier Panis, alors je regardais les chiffres ce matin sur les immatriculations au mois de mai. 10% de ventes de diesel en France. Alors si j'avais dit ça il y a 10 ans, tout le monde se serait marré en disant mais il raconte n'importe quoi. Vous pensez que c'est mort, enterré? On parle beaucoup de la victoire des Allemands sur le carburant synthétique. Est-ce que ça, vous y croyez? Ou vous pensez qu'on va être obligé, d'une certaine façon, en France, d'aller vers l'électrique? Quel est, votre sentiment? D'abord, le carburant synthétique, vous y croyez ou pas? Moi, honnêtement, je suis pas ingénieur. J'ai eu beaucoup de chance de faire mon sport et ma passion en tant que pilote. Mais je suis très intéressé par la technique et de ce qui se passe un peu dans le monde. Déjà, grand coup de chapeau à vous de prendre la décision qu'il va falloir prendre dans vos nouvelles flottes.
Moi, je ne sais pas déjà la voiture que je vais acheter demain. Alors vous, j'imagine qu'il va falloir appuyer sur le bouton et prendre la décision. Après, les essences, bien sûr qu'il y a plein. L'éthanol, c'est une possibilité, ça marche bien. Il y a des choses qui marchent, mais on n'en parle jamais. Pourquoi ? Parce que peut-être c'est pas au goût du jour, ou c'est peut-être trop politisé, ou les gens ne connaissent pas. Mais ça, c'est une énergie qui existe depuis longtemps et qui marche très bien, et qui coûte 1 € le litre. Alors, si on dit on met tout le monde à l'éthanol, bien sûr, tout va exploser aussi. Mais je pense c'est encore une fois d'arriver à cohabiter avec toutes ces énergies. Je sais que c'est facile à dire, je sais que c'est très compliqué à trouver autre chose à dire. Maintenant, les essences synthétiques, on en utilise dans les voitures de course. J'ai honte de vous dire le prix de l'essence d'un litre. Combien ? 6 € le litre. D'accord. 6 € le litre d'essence, comme vous venez de parler. Technologie, mais peut-être parce qu'il y a une petite production après. Oui, sûrement. Quand ça viendra. Mais si demain on vous dit cette essence, c'est l'essence du futur, l'essence de l'avenir, vous allez me regarder, vous allez dire mais ce mec il est débile. Parce qu'il va falloir construire à grande échelle, produire à grande échelle. Ouais. Donc ce qui va dire utiliser beaucoup plus d'autres méthodes, d'autres peut-être énergies, de consommer plus pour fabriquer cette essence. En tout cas, c'est le serpent qui se mord toujours la queue. En fait, il n'y a rien qui existe aujourd'hui qui va dire celle-là d'énergie, ça sera la bonne pour, je ne sais pas moi, 100 ans, 200 ans. Est-ce qu'il n'y a pas entre guillemets une faute des pouvoirs publics de ne pas dire, selon les usages, si vous faites, je sais pas, 800 km par jour, et le diesel, il n'y a pas photo. Si vous roulez en ville, l'électrique, c'est très bien. Au lieu de dire on va tous sur l'électrique, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui devrait être plus mesuré parce que pour l'instant, on mise tout sur l'électrique. Je m'excuse, mais c'est de dire aux gens ce qui existe vraiment. Et après que chacun prenne son choix par rapport à son travail, à son métier, à sa façon d'utiliser les choses. De toute façon, la solution, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui vous convient à vous. Et puis la voiture, ça reste un luxe. Je pense qu'il y a aussi le plaisir. Alors oui, justement, est-ce qu'il disparaît aujourd'hui ? Parce qu'on parle on parle que de choses négatives, de punitions, d'obligations, etc. On a l'impression que le plaisir, on voit d'ailleurs même dans les pubs auto, ça a quand même beaucoup changé par rapport à il y a quelques années. Maintenant, on parle d'écologie, de prix, de LOA, etc. On parle de ce qu'on a envie d'entendre et on parle de ce qu'on a envie de vendre. Que ce soit les constructeurs, et je les comprends, ils sont là pour faire du business, pour essayer aussi d'aider l'écologie, mais eux, ils défendent leur bébé, ce qui est normal, et leur marque, et tout ce qui va autour, qui travaille pour ces constructeurs. Vous êtes quand même des gens qui vont devoir prendre une décision, peut-être demain, pour 10 ans d'achat de flotte, pour 10 ans de voitures que vous allez avoir besoin, pour des gens qui vont travailler peut-être en ville, qui vont travailler à 800 km, Moi, je ne saurais pas quoi vous dire, honnêtement. Même pour moi, moi aussi, je sais. Parce que vous roulez en quoi ? Je suis passionné et parce que... Tous les jours, vous roulez en quoi ? Tous les jours, je roule en quoi ? J'ai honte de le dire. Je vous le dis, j'ai honte. On est entre nous, de toute façon, donc c'est pas grave. Mais je vais vous le dire quand même parce que à trottinette. De toute façon, j'ai le courage de ce que je fais et de mes envies. Je roule avec un Ford F-150 V8, 5 litres. Mais attention, je roule à l'éthanol. Oui, monsieur, oui. Non, mais je rigole. Mais j'ai honte. Mais je le fais parce que c'est d'une part mon plaisir. D'une part, je me dis, je roule à l'éthanol, donc... Je participe un peu, ce qui est faux, je te rassure tout de suite. Mais carte grise, critère 1, monsieur. Ah oui, donc lui, il peut rentrer. Pas de souci. Donc je peux encore aller à Paris. Non, je rigole, mais ça n'a pas de sens tout ça. Pour moi, il y a un moment donné où ça n'a plus de sens. Vous roulez en quoi ? Si la question n'est pas indiscrète. Moi, j'ai une voiture de fonction hybride et j'ai une moto, une bonne Ducati au samplon 98. Moi aussi, je suis comme monsieur, j'aime la moto, mais j'ai aussi... Non, mais il y a un moment donné, il faut... Peut-être en réponse sur la question du plaisir, parce que je trouve que c'est une notion super intéressante. La voiture, dans les années 50, le parallèle que je faisais avec Hanoï tout à l'heure, c'était le prix de la liberté. Aujourd'hui, c'est le prix de l'obligation. C'est plutôt une charge. Et il y a quand même de moins en moins de gens pour qui c'est un plaisir.
Je suis d'accord. Et pour le coup, moi, la bagnole de mes rêves, c'est une Méhari, vous voyez. Donc, je ne vais pas avoir le choix d'ailleurs. Le jour où je m'en achèterai une, il faudra que je la rétrofite. Ça coûte cher maintenant d'occasion. Oui, Ouais. ça coûte cher avant d'être rétrofité. Quand c'est rétrofité, Ouais. c'est encore plus cher. Mais voilà, donc le plaisir est en train de se restreindre fortement. Et dans la génération qui émerge, c'est plutôt la pratique et la culture qui est profondément en train de muter. Et je pense que ça, c'est un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment. Alors je sais bien, quand on parle mobilité en général, assez vite on touche la science-fiction et assez vite on doit faire preuve d'humilité parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Je vais vous dire, moi je suis devenu vice-président transport de la région en décembre 2015. En décembre 2015, on ne parlait pas de patinette électrique. J'ai l'impression qu'on parle d'un truc d'il y a 2 siècles. Hein. On ne parlait pas de patinette électrique, ce n'était pas dans le paysage. Vous voyez aujourd'hui le sujet de débat qui est devenu la patinette électrique ou de manière générale ce qu'on appellera, de façon plus large, les nouvelles mobilités électriques. En fait, ce qui est en train de changer, adossé à la technologie et puis adossé au coût de la vie, à tout un tas d'éléments, c'est le rapport au déplacement. D'ailleurs, vous voyez bien vous-même dans les entreprises combien vous êtes percutés par la crise sanitaire. La structure même du travail, la relation au travail, l'avènement du télétravail, le lissage des heures de pointe et des jours de pointe ont déjà profondément fait muter la façon et le rapport que l'on a dans les déplacements. Moi, les chiffres que j'ai sur les mobilités en Ile-de-France n'ont plus rien à voir avec ce qui se passait avant la crise sanitaire. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on se rend compte qu'avec les évolutions technologiques et notamment ce bidule, les nouvelles générations qui émergent, notamment, alors je parle d'Île-de-France, hein, donc d'une région plutôt câblée quoi, par rapport à des réseaux de province, on n'a pas d'autre choix que prendre la bagnole. Bon, aujourd'hui, on est en chute libre sur les permis de conduire à 18 ans. De combien Ça, c'est un phénomène de Vous société. savez sur la région On est quasiment à 30% de baisse, là. C'est colossal. Ah ouais. De permis de conduire. Moi, j'ai payé, mes 3 enfants flirtent avec les 25 ans. J'aurais payé le permis à 16 ans. Ils l'ont passé tous entre 22 et 24 ans parce qu'ils n'en avaient rien à foutre. Ouais, moi, c'est pareil. Là, mais ce n'est pas un petit sujet. C'est qu'on est assez nombreux de la même génération que moi dans cette salle où on attendait nos 18 ans, pas pour être majeur, pour avoir une bagnole. C'est-à-dire que pour nous, c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est plus forcément ça le sujet. Et quand on se projette sur toutes les études sur les mobilités à 10, 15 ou 20 ans, alors une fois que je vous dis ça, je vous fais la science-fiction à 10, 15 ou 20 ans, en revanche, ne me demandez pas le chemin pour y aller parce que j'en sais rien. J'ai la même humilité qu'Olivier. Mais on est en train petit à petit de sortir du siècle de la propriété pour aller vers le siècle de l'usage. Ce qui est important pour vous, tu parlais de stratégie, il y a la stratégie sur les motorisations, mais il y a la stratégie sur le parc auto en général. Or, on va vers la culture de l'usage. Je vais vous faire une petite provocation, mais dans 10, 15, 20 ans, plus personne dans cette salle ne sera propriétaire de sa bagnole. C'est vers ça que l'on va. Et à partir du moment où on va... le gros Ford, terminé. Sauf de la voiture plaisir. Mais il restera la voiture plaisir, comme on boit, Oui. un bon Armagnac ou comme on fume un cigare. Je veux dire, on va évidemment conserver ça, mais on va globalement, et c'est pour ça que nos jeunes ne passent plus le permis. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Ils ont un blablacar pour partir en vacances, quand ils veulent, de façon pas chère et finalement super pratique. Quand ils partent le matin dans un endroit, ils ne savent pas encore s'ils vont prendre un taxi, un métro, une moto, un vélo, un machin, un truc, un bidule. Ils vont prendre le truc qui leur permet d'aller du point A au point B le plus rapide. Or, le truc pour aller du point A au point B le plus rapide, dans le temps, c'était un mode de transport. J'ai ma bagnole, j'ai ma moto, j'ai mon bus, j'ai mon train. Aujourd'hui, pour venir de chez moi à Évry, à Paris, d'un jour à l'autre, ça peut être le mototaxi, ça peut être une partie en bagnole, une partie en RER, c'est la mixité des mobilités. Et ça, c'est ce qu'on a devant nous. Donc ce n'est pas seulement la question de la motorisation et de la taille des flottes, c'est-à-dire que presque plus que la motorisation, c'est la taille de votre flotte, demain qui interrogera et qui d'ailleurs permettra de trouver une partie de réponse sur la motorisation qu'il faut trouver. Est-ce que... mais alors pourtant, on voit la F1 ou l'automobile, ce qu'on parle de plaisir, il y a une audience qui est dingue. Qui était un peu dans le creux de la vague il y a quelques temps. Donc est-ce que cette partie de plaisir, je vais être un peu provocateur, mais est-ce que c'est pas aussi les médias ou un certain nombre de discours ambiants qui fait qu'on a l'impression que ça n'intéresse plus les jeunes? Ou comment vous le ressentez, vous, par exemple, dans le sport automobile, qui est souvent une belle vitrine sur... Oui, bien sûr. Moi, je parle de ce que je pense connaître un peu, la Formule 1. La Formule 1, on a une chance... inouï, c'est que je ne veux pas faire de la pub pour Netflix, mais Netflix a sorti la des fameuse série Netflix. Et cette série sur ce qu'était vraiment la Formule 1 et surtout ses coulisses. Et les jeunes ont accroché, énormément de jeunes de 18 à 25 ans ont accroché à cette série en se disant en fait la Formule 1, c'est pas que des voitures qui tournent en rond et des pilotes qui
qu'ils essayent de se doubler, de se taper. C'est un sport, évidemment. Mais derrière tout ça, il y a des stratégies, des employés incroyables, du social, des humains, une équipe, de toute façon, un pilote. Quand il gagne une course, on est un peu chanceux, c'est lui qu'on met sur le podium avec la bouteille de champagne qui brille. Génial, bravo, merci, mais sans tout ce qu'il y a derrière, sans les mécaniciens, sans les constructeurs, sans tout ce qui va autour d'un sport ou d'une société pour la faire grandir et réussir, la Formule 1, c'est ça aussi, c'est une vraie industrie. Une équipe, c'est combien de personnes? Une équipe, moi quand j'ai arrêté en 2006, Toyota, c'était 1200 personnes pour la Formule 1. Rien que pour Deux la Formule 1. voitures. Mais tout ce qui va derrière, ils construisaient les moteurs, les châssis, les voitures. Et tous ces gens travaillaient pour un seul but, la victoire, le résultat. Et celui qui était mis en avant, c'est le pilote. Mais nous, on le sait que sans ces gens-là, on n'arrive à rien, on ne montera jamais sur un podium. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste un laboratoire? C'est-à-dire que les investissements qui sont colossaux de la part des constructeurs, ils ne sont pas des philanthropes. Il y a la victoire, bien sûr, il y a l'image, mais il y a aussi une technologie qu'on développe pour le futur, pour la voiture de nous tous. Est-ce que ça, c'est encore très fort et comment ça évolue aujourd'hui? Bien sûr que c'est encore très fort et heureusement parce que la F1 prend des fois des directions. Vous parliez, on a eu des... Moi, je me rappelle, quand j'ai démarré la F1, c'était en 1994, on a eu des essences synthétiques, des essences qui faisaient gagner une puissance incroyable, mais qu'il fallait des masques à gaz pour entrer dans le box, quoi, tellement ça puait et c'était nocif. Donc voilà, il y a eu quand même des évolutions et la F1 a essayé, ou le sport automobile, on va dire en général, a essayé des énergies différentes, des essences chimiques, enfin, on a tout essayé. Il y a eu des choses qui sont arrivées de la Formule 1, bien sûr, dans la technologie, dans les matériaux, dans la fiabilité des moteurs, les huiles. On parle d'essence, mais tout ce qui va autour de la mécanique, les huiles, toutes ces choses-là ont évolué d'une façon incroyable pour consommer moins, pour aller plus loin. Aujourd'hui, on a une voiture qui a 200-300 000 km. Moi, ça m'est arrivé de voir des taxis à 400 000 km. J'ai l'impression de monter dans une voiture nickel, quoi, neuve. Ouais. Ce qui était impensable il y a 50 ans en arrière, quand tu avais fait 100 000 km, tu étais un martien, quoi. Donc, honnêtement, il y a vraiment eu beaucoup de choses. Mais sans parler de la Formule 1, la Formule 1 aussi se sert beaucoup de technologies qui viennent aussi de la voiture tous les jours, aujourd'hui. Parce que c'est l'inverse, alors? Pas l'inverse, mais on s'en sert beaucoup parce qu'il y a eu des ingénieurs, il y a tellement des gens brillants aussi dans l'industrie automobile. Or, la Formule 1, en Formule 1, on n'est pas les meilleurs tours. Tout ce qui était système ABS qui nous ont interdit, mais tout ce qui était électronique, souvent c'était plus fort chez les constructeurs automobiles de la voiture tous les jours qu'en Formule 1. Il n'y a pas un risque qu'on interdise purement et simplement la Formule 1 parce que ça pollue et ça fait du bruit? On parle notamment de la Formule électrique, la Formule I. Vous n'y croyez pas trop, la Formule I? D'ailleurs, ça fait un bide, c'est pas... Bon, moi, je vais être cash. On a la réponse, Je vais être cash, je vais être honnête. Moi, j'ai pas de tabou, j'ai rien du tout. Et puis, j'aime dire les choses parce que ça me frustre d'entendre des choses. Mais moi, c'est à ma petite échelle. Je suis personne. Moi, j'essaye de faire ce que je peux. Mais vous êtes des gens quand même qui devraient prendre des décisions importantes, des gens importants avec des investissements colossaux. Moi, je suis pas là-dedans. Mais ta question, redis-moi, parce que là, j'étais parti dans un truc où j'allais me fâcher. Et la Formule I? C'est ce que j'allais dire, j'allais me fâcher, quoi. La Formule I, écoute, c'est une catégorie... Bon, on a compris. Non, c'est une catégorie à part entière. On a comparé ça à la Formule 1 ou autre chose. C'est comme j'ai dit auparavant, il faut apprendre à vivre tous ensemble avec des énergies différentes. Donc la Formule 1, je la regarde. Ma génération, je vais avoir 57 ans en fin d'année, ma génération, j'ai du mal avec l'électrique. Je ne peux pas le mentir. Maintenant, j'ai conduit des voitures électriques. J'ai fait de la course électrique sur glace. Malheureusement, mon fils m'a battu en voiture électrique parce que c'est sa génération. Aujourd'hui, j'ai un VTT électrique pour aller faire du sport. Pas parce que je kiffe de faire du vélo électrique, c'est pour suivre mon fils. J'y arrive plus. Voilà pourquoi j'ai un vélo électrique. Mais encore une fois, c'est génial. C'est génial, tous ces outils. Bon, la trottinette sans casque dans toutes les villes et tout ça. Bon, il y a des trucs qui me rendent un peu fou des fois, mais je suis un vieux maintenant.
Donc il faut vivre avec son temps. Un jeune vieux. Mon fils, quand je lui parle des fois, mais il me dit mais t'es le dernier des Mohicans. T'es un vieux, quoi. Je veux dire, il me dit il faut vivre avec son temps. Il a une voiture hybride. Il me dit c'est sûr que des fois ça fait pas kiffer, hein, mais c'est pratique, c'est bien. Et voilà, les générations, comme tu disais, c'est générationnel. Ma génération, quand on parle de voiture électrique, on se moque un peu. Là, des apéros et tout, on rigole. Mais d'un autre côté, je pense que la génération de mes enfants, ils ont appris à vivre avec cette nouvelle génération de voitures électriques, de ce que disaient des trottinettes électriques, de pouvoir louer un vélo quand tu arrives dans une ville. Moi, ça, j'ai du mal. Franchement, je me vois mal aller. Je ne sais pas comment faire. Et en plus, je me vois aller louer un vélo et aller me dire, tiens, je vais au resto ce soir, quoi. Mais c'est générationnel. Il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec ça. Le nombre de bornes électriques, par exemple en Ile-de-France, parce que là où on dit effectivement on parle d'électrique, c'est quand même aussi le nerf de la guerre pour pouvoir se recharger. Est-ce que on sait que les chiffres on est vraiment en retard par rapport aux objectifs qui a été fixés en France, 100 000 bornes publiques. En Ile-de-France, est-ce que c'est une région qui est bien équipée? Est-ce que ça va aller en se développement? Et vous pensez que ça sera suffisant pour les déplacements au quotidien? Alors ça se développe en borne publique assez insuffisamment, même si le public est là aussi pour compenser. On est rentré notamment en région Île-de-France, dans le capital du CIGEF, qui est un syndicat en Île-de-France qui développe des bornes et qui développe aussi le biogaz dans des zones d'activité, parce qu'il y a aussi le transport routier de marchandises, qui n'est pas un petit sujet dans une région comme la nôtre. Et donc nous, on est venu investir justement pour venir compenser là où il n'y a pas de modèle économique par le privé, c'est-à-dire quand on ne gagne pas suffisamment son argent. Parce qu'en réalité, des zones d'avitaillement, des zones de bornes, il en existe déjà en Ile-de-France, mais celles et ceux qui les installent à titre privé font du business et les mettent là où ça marche. Donc nous, on est là pour compenser les zones blanches d'une part. Et ça devient très très compliqué parce qu'en vérité, les zones blanches, ça devient difficile à identifier. Vous êtes tous place Vendôme, vous êtes venus en voiture, j'imagine, pour la plupart d'entre vous. Donc vous êtes comme moi garés dans le parking qui est en face. Regardez le nombre de bornes qu'il y a dans le parking. En fait, des bornes, il y en a maintenant quasiment partout. Elles ne sont pas forcément toujours accessibles. La problématique, plus que le nombre de bornes, à mon sens, c'est plutôt leur lisibilité, leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, un peu comme les transports avec un pass Navigo qui permettrait de prendre le bus, le tram, le RER, etc. On n'a pas encore forcément des abonnements faciles. À chaque fois, il faut rentrer dans une application différente. Wow. Voilà, moi j'ai une voiture hybride, je vais vous dire, je la recharge chez moi. Quand j'arrive dans un parking à Paris, j'essaye de la charger. On me demande de télécharger une application. Évidemment, il n'y a pas de réseau dans le parking souterrain puisque je suis au moins 3. J'en ai marre et puis je repars à l'essence. Voilà, belle conclusion. Mais moi, quand je dis, je ne sais pas vous, mais quand j'explique au grand public que avec une carte bleue, on ne peut pas forcément payer sa recharge en électrique, tout le monde me prend pour un fou, personne ne me croit. Ça va être compliqué, je pense, pour le grand public de s'adapter à ça. D'autant que par le public, alors je ne vais pas rentrer dans la tambouille technique de ce pays qui se réorganise sans cesse sous vos yeux, mais vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le fait communautaire, c'est-à-dire qu'on a créé des grandes intercommunalités en France depuis la loi Chevènement de 1999, et ça consistait à regrouper les communes dans des grandes intercommunalités. Tout le monde l'a à l'esprit, vous êtes tous habitants d'une ville et donc sans doute d'une agglomération ou d'une communauté de communes, mais ça servait aussi, c'était l'objectif de la loi Chevènement, à rassembler tous les petits syndicats, ce qu'on appelait les syndicats à vocation unique. Vous vous souvenez tous des CIVOM, des CIVU, qui ont permis dans les zones urbaines de construire des écoles, des centres de traitement des déchets, etc., pour les rassembler. Parce que l'une des problématiques, c'est que c'est ces petits syndicats très souvent qui développent les bornes dans les secteurs ruraux, et ils le font toutes et tous avec la connaissance et la technique locale, l'entreprise, la start-up du coin. Et donc quand vous passez d'un village, d'une ville à l'autre, vous n'avez jamais le même moyen de paiement, jamais la même connectique. On s'est arrangé déjà, on a progressé, on a à peu près la même connectique partout, donc ça c'est déjà pas mal, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc voilà, donc il faut aussi essayer d'harmoniser tout cela, y compris dans le public. C'est-à-dire que le public pour les bornes électriques, ça veut presque pas dire grand-chose, parce qu'il y a des publics en fait. Vous parliez, je suis perdu là, je suis perdu, perdu. Alors on va revenir aux 24 heures du Mans. Bah voilà, justement. On va revenir aux 24 heures du Mans. Il y a une voiture à hydrogène. Moi, je me posais la question parce qu'il y a aussi toute une infrastructure. Par exemple, quand on fait la Formule E, on ne parle pas peut-être des avions cargo qui amènent les voitures. J'imagine l'énergie qu'il faut aussi déployer pour ces... Alors, est-ce que c'est aussi vertueux que ça, ou c'est vraiment une vitrine pour dire ah bah tiens, on fait vert et puis... Mais comment tu veux faire marcher? Alors, d'accord, on fait vert, on fait rouler des voitures électriques de course. Et tu as un groupe électrogène de 5 mètres cubes qui marche au fioul. Bah oui. Mais expliquez-moi où elle est l'écologie. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi.
Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais là, ça me dépasse. Il y a vraiment une pression dans le monde automobile du sport aujourd'hui pour justement passer. Non, mais nous, on est une goutte d'eau, le l'énergie. sport automobile. La pression qu'on a, nous, c'est pas très grave. Je veux dire, oui, bien sûr que. Non, mais l'image est tellement forte que. Ouais, ok, mais c'est vous. Enfin, c'est la pression qu'on met sur le commun des mortels aujourd'hui. Ouais. On te dit, t'as pas acheté une voiture électrique, t'es un salaud, tu pollues. On te monte du doigt aujourd'hui. Allez vous faire voir, quoi. Je sais pas, moi. Quand c'est perso, ok, je peux prendre ma décision. Mais quand il y a des millions d'euros à investir pour vous, moi, je suis bien à ma place assis là à pouvoir dire des choses vraiment, parce que franchement, c'est flippant, quoi. Alors, ce qui est flippant aussi, moi d'ailleurs, en venant, j'étais en 2 roues, j'ai croisé entre les trottinettes, les vélos, les machins, c'est hyper compliqué, les travaux. Enfin, pour conduire, même dans Paris, aujourd'hui, faut être concentré. J'imagine que c'est presque plus simple sur circuit, j'exagère un peu, qu'en ville, parce qu'il faut être concentré, mais chaque milliseconde. Sur le circuit, je suis en sécurité, hein, même si je roule à 350 à l'heure. Hein. Déjà, je risque très peu d'écraser une trottinette. Un vélo aussi. Ça peut arriver, une qui traverse. Mais c'est un souci en moins pour moi quand je me lève le matin et je roule sur un circuit. Aujourd'hui, moi, d'aller en ville en voiture, j'ai peur d'un gamin qui sont à 3 sur une trottinette et sans casque et qui me traverse dessus et que je ne l'ai pas vu et de presque le blesser, si ce n'est pas le tuer. Parce qu'il n'y a plus aussi par rapport à tout ça, cette nouvelle technologie, il n'y a plus de règles non plus, quoi. Moi, je flippe des fois quand je vais en ville en voiture. Ça vous le craignez, ouais. Non, la question du fait qu'il n'y ait plus de règles, alors là, pour le coup, moi, ça m'interpelle énormément dans mon rôle d'acteur public et d'élu. Je suis maire depuis 22 ans, donc je suis déjà un vieux maire. Et pour le coup, je pense qu'il faut qu'on ait l'humilité de se dire que le pouvoir public aujourd'hui est à la traîne, n'est plus celui qui décide ou qui dirige, mais celui qui, à tout le moins, peut réguler. Je vais vous citer un exemple. C'est très intéressant parce que ça correspond assez bien à ce que tu dis et à ce que tu décris de la difficulté pour vivre. Si on fait un test, qui dans la salle utilise Waze ? Levez la main. Voilà. Super exemple. Alors Waze, voilà une start-up créée en Israël, vendue depuis à Google, qui fait que c'est nous-mêmes qui l'alimentons, avec des algorithmes assez complexes, qui font d'ailleurs que les vitesses de déplacement sur l'application, quand on vous donne votre temps de parcours, c'est le temps de parcours calculé par les autres voitures qui ont été vues. Ce n'est pas la vitesse autorisée sur la route, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein. Donc si tous les gens qui ont été algorithmés par Waze ont roulé à 200 km/h, on n'est pas dans les normes à 130. Voilà. Donc ça, évidemment, pour nous toutes et tous, puisque j'aurais pu lever la main aussi, c'est une évolution technologique géniale. Ça nous a rendu la vie plus facile. Ok, top. Après, moi, je reprends ma casquette de maire. Et vous, d'habitant. Il se trouve que ma ville, je ne la fais pas tout seul juste pour me marrer. Quand je décide, par exemple, qu'il y a une zone 30 parce qu'il y a une école et que je fais une zone où il y a des enfants qui vont jouer au ballon, par exemple, que vous êtes vous, représentant de parents d'élèves, dans l'école, etc. Eh bien, sachez que ce mec qui a inventé Waze en Israël, à 5000 km de chez nous, sans nous demander notre avis, sans me demander le mien en tant que maire, a décidé de jouer avec ma ville. Et donc avec la sécurité de vos enfants, etc. C'est ça le monde de demain. Et je crois que ça doit nous interroger. Si je fais cette parabole, c'est parce qu'elle nous renvoie à la responsabilité et à la façon dont il va falloir ensemble qu'on appréhende cette espèce d'ubérisation de la société telle qu'on l'a dit, qui fait que chacun peut créer son business quand il veut, chacun peut être locataire d'une place de stationnement à Paris, la payer à son bailleur social 100 € et considérer sur une application que quand il va bosser la journée, il loue à des tas de personnes sa place à l'heure et le soir, il a gagné 500 €, c'est-à-dire plus que le salaire qu'il prend quand il est à son boulot. Nous, on est confrontés à cette réalité-là, technique, économique, industrielle et en évolution technologique. Et donc, la mobilité se confronte à ça. Parce que la question de la gestion de l'espace public pour nous dans les villes, la question de la diminution de la voiture, parce que tu disais tout à l'heure, on était sur le mix énergétique, il faut qu'on roule tous à l'électrique. En fait, toutes celles et ceux, les parangons de vertu qui veulent absolument qu'on roule tous, ils ne veulent pas forcément qu'on roule à l'électrique. Ils veulent moins de voitures. Oui, ce qui est différent. Ce qui n'est pas tout à fait le même sujet. Et on peut comprendre pour le passant en ville qu'avoir moins de bagnoles, c'est plus sympa. On peut comprendre qu'avec le défi climatique, avoir des espaces verts à nouveau, c'est plus sympa. On peut comprendre que finalement, niquer tous les espaces publics et les arbres pour faire des places de parking en surface dans les centres-villes, c'est quand même un petit peu se gâcher le plaisir très très bien. Mais alors du coup, comment on ordonne
comment on organise ces mobilités nouvelles entre ce que nous, pouvoirs publics, on décide de faire. Je fais une piste cyclable. 3 ans après, émergent les patinettes, et les patinettes électriques. 2 ans après, on fait des patinettes électriques avec des moteurs qui les font rouler à 50 km/h. Et les voilà sur mes pistes cyclables qui n'ont pas été faites pour. Bah, nous, on est systématiquement à la queue du truc pour essayer de s'adapter. C'est aussi la réalité de demain. Stéphane Baudet, malheureusement, le temps file vite. En tout cas, j'apprécie votre franc-parler. On va terminer, si vous le souhaitez, enfin si vous le voulez bien, par quelques mots avec vous, Olivier Panis. Juste, vous avez été un grand champion, on l'a dit. Vous avez notamment fréquenté des grands champions. Lequel vous a le plus marqué un certain Michael Schumacher. Vous avez été très proche de lui. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Écoute, on sait tous les passionnés savent que ce qui est arrivé à Michael Schumacher, c'est quand même incroyable quand tu roules toute ta vie à 300 à l'heure et qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé sur à 20 une piste de ski, ouais. Mais encore une fois, oui, c'est un grand champion et un bon copain avec qui j'ai passé des très bons moments, qui est maintenant dans une situation compliquée, mais on n'en sait pas plus, j'en sais pas plus que tout le monde. C'est pour moi le secret le mieux gardé au monde, même je pense plus qu'un homme d'État ou quoi que ce soit, c'est incroyable. Et tant mieux quelque part pour la famille. Après, ça a été un champion hors pair, oui, c'est... Moi, j'ai commencé en 94, c'était mon 3e Grand Prix quand il y a eu cet accident très grave qu'il y a eu à Imola pour Ayrton Senna, Roland Ratzenberger et d'autres qu'on a oubliés. Donc, ça a été, oui, une période de la Formule 1 où on s'est rendu compte qu'on pouvait se faire mal encore en Formule 1 et que les choses ont beaucoup évolué sur la sécurité. Et Schumacher a fait partie de cet élan, quoi. Donc, oui, on a travaillé beaucoup ensemble pour la sécurité. Et puis, être humain, c'était un mec... qui n'avait pas un physique facile, très, très entre guillemets, sans que ça soit péjoratif, très, très allemand, très dur, mais c'était un mec humainement que j'ai rarement vu, quoi. Au niveau humanité, au niveau sympathie avec ses collègues et puis son entourage, c'est un mec incroyable et que j'ai eu beaucoup de chance d'être pote avec lui, de passer des bons moments avec lui, de faire des fêtes avec lui, après chaque Grand Prix, boire un verre de vin et des fois fumer un cigare. Voilà, c'était ces 3-4 potes et ça n'empêchait pas d'être sur la piste, d'être des concurrents et des combatifs. Mais encore une fois, ouais, humainement, c'était un personnage qui m'a beaucoup marqué. Merci. L'actualité, donc, semaine prochaine, vous partez quand au Mans ? Les 24 heures du Mans, mardi, j'arrive au Mans, mais l'équipe y est déjà depuis une semaine. Depuis une semaine. Alors, rappelez le nom de votre équipe. Alors, l'écurie s'appelle Panis Racing et on sera dans la catégorie LMP2 24 heures du Mans pour le 100e anniversaire qui va être un exploit et qui va être un week-end incroyable. Carburez pas l'électrique, hein, c'est du... Vous mettez quoi à là, l'intérieur ? tu me vexes à chaque fois. Moi, je passais un beau moment, là. Je parlais de... Non, pas encore. Mais peut-être un jour, mais... Voilà, on en reparlera ici peut-être. Voilà, merci. Bon appétit. On peut les applaudir très fort. Merci à vous. Merci beaucoup. Et j'appelle maintenant Michael sur scène, notre homme orchestre de la soirée. Bien, alors, vous allez dîner, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Est-ce que vous savez ce que c'est que 2023 ? L'année 2023, en France, c'est l'année de la Coupe du Monde de rugby. Vous savez ça ? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, avant de trinquer. Alors, ce soir, comme c'est la soirée de gala, on est aussi dans l'idée de vous faire plaisir avec le comité d'organisation. Chut, s'il vous plaît, je ne suis pas pour longtemps. Je vais demander certainement un des plus grands rugbyman de l'histoire du rugby mondial. Vous avez Wilkinson, bien sûr, que tout le monde connaît. Et ce soir, pour vous, vous avez un des meilleurs, si ce n'est le meilleur demi de mêlée de toute l'histoire du rugby qui est avec nous ce soir. Et je vous demandais d'accueillir Brian Keller. S'il vous plaît, Brian, si tu peux venir. Donc, international néo-zélandais.
Comme je le disais, il est cité comme un des plus grands demi-de-mêlée du rugby mondial, un des plus grands joueurs. Vous avez son palmarès derrière, juste quand même 3 Coupes du Monde de rugby, 99, 2003, 2007, 2 fois battu par l'équipe de France en 99 et 2007. Merci, Miguel. Mais ce que j'adore chez les Néo-Zélandais, c'est que vous êtes bons joueurs et vous avez le sens du fair play. Et puis, évidemment, il a joué à Toulouse. Il a été double champion de France avec Toulouse et 2 fois champion d'Europe pour ceux qui connaissent le rugby. Enfin, en tout cas, c'est un très, très grand joueur de rugby. Et juste avant de dîner, Brian, qui est un ami de l'Agora maintenant depuis quelques temps, a dit, allez, OK, je viens ce soir. Et juste une petite chose, la Coupe du Monde, elle arrive. C'est quoi ton pronostic ? Écoute, c'est Nouvelle-Zélande, c'est toujours préféré pour la Coupe du Monde de rugby. Excuse-moi. Dire, vas-y, vas-y. Non, non. Ouais. Tu l'as. Problème là. J'enlève ça, excuse-moi. T'inquiète. Brian va peut-être enlever sa chemise. Bon, en attendant. Excusez-moi. Je suis troublé. Écoute, la Coupe du Monde, comme tout le monde le sait, pour le rugby, ça penche rapidement. Donc, c'est 5 jours jusqu'à la Coupe du Monde pour le coup d'envoi. Et le premier match, c'est Sierra, Nouvelle-Zélande contre l'équipe de France. Donc, vous connaissez, la France augmente énormément au niveau de performance sur le terrain. Donc, ils ont une proposition, tu peux le dire, à ce moment pour gagner la Coupe du Monde chez vous. Donc, peut-être c'est votre temps. Mais pour Nouvelle-Zélande, ils sont toujours là. Donc, pour moi, il y a l'Irlandais qui est fort. Il y a l'Afrique du Sud qui est toujours présent. Vous avez le Nouvelle-Zélandais, of course, bien sûr. Et ensuite, la France. Donc, Ouais, et il ne faut pas oublier l'Angleterre parce qu'ils ont un... le roast beef, on a toujours Ouais, oublié mais le roast beef. Ils sont dans la partie du tableau qui est plutôt optimale. Tu sais que, évidemment, le peuple français est admiratif des joueurs néo-zélandais. Il y a la légende de la Nouvelle-Zélande et notamment le haka. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur le haka? D'où ça vient? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette tradition historique des All Blacks, comme ça qu'on les appelle, sur le haka? Mais toujours le haka représente notre ancêtre. Donc, ça veut dire tous les gens qui passaient devant nous, qui créaient l'opportunité pour nous de vivre en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, il est très mystérieux et un pays très respectueux et très connecté avec notre ancêtre et les spirits en Nouvelle-Zélande. Donc, quand on fait le haka, on retire les énergies sur le corps, on a transformé les challenges pour l'équipe adversaire. Normalement, le haka est performé pour une guerre contre les autres, mais aussi, c'est aussi pose un challenge. Donc, pour nous, on a utilisé les challenges qu'on a fait le rugby contre l'équipe adversaire. Et on a envie de te poser des questions. Tu peux pas nous faire un petit haka, là, comme ça? Mais c'est dépend si les gens ici on veut le voir ou pas. C'est sûr. Bon, allez, Je pense coup que c'est d'envoi. bon. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander vraiment, s'il vous plaît, parce que là, du coup, on a enlevé le micro. Mais je connais la voix de Byron qui va porter. Par contre, si on peut juste, parce que nous, les Français, on est hyper respectueux, contrairement aux Anglais. Non, je plaisante. Et donc, on est hyper respectueux et on va t'écouter. Il n'y a pas de micro, donc juste un petit moment de silence. Vous pouvez bien évidemment filmer, ça ne pose aucun problème. Byron est OK. Allez, Byron. Alors, Byron, ouais. Allez. Bye.
Merci Byron, merci à vous toutes et à vous tous. Vraiment, voilà, ça c'est une sacrée ovation aussi que vous l'avez consacrée. C'était Byron Keller, mesdames et messieurs. Merci de l'applaudir. Merci à vous tous. Plaisir. Merci à tous. Bonne chance.